Que faut-il savoir avant d'acheter une voiture d'occasion qui nous intéresse? Cette nouvelle rubrique, on a eu envie de la faire parce qu'on se pose très souvent la question, tous les bagnolards se la posent. Et on a un partenariat avec Aramis parce qu'ils voient défiler des dizaines, voire des centaines d'un même modèle. Et quand on était venu les voir il y a un an, on avait eu cette idée de se dire que ça serait sympa qu'ils nous disent modèle par modèle, eux, avec le retour qu'ils ont, qu'est-ce qu'il faut regarder si jamais on est intéressé par cette voiture. Et nous voilà. Et nous voilà, et on va vraiment 5 points avec ce fameux 3008. Il y en a eu beaucoup des 3008. Donc vous inquiétez pas, on va rentrer dans le dur tout de suite. Mais déjà, comment ça va Fred? Salut, tu vas bien? Tu vas bien Fred? Je rappelle que tu es le directeur du site de reconditionnement d'Aramis à Donzère et tu vois des voitures défiler, dont des 3008. Dont des 3008. T'en as vu des centaines? Peut-être même des milliers. Là. Ah ouais, Ah ouais, bah, c'est la star quoi. Ouais. Bon là Ouais. on va rentrer dans le dur parce qu'il y a, je crois que c'est connu sur internet, hein, il y a un vrai problème sur les moteurs. Il y a tout un tas de sujets autour du moteur. Voilà, qui sont presque reconnus. Alors on va rentrer dans le dur. Qu'est-ce qu'il faut vérifier et quel est ce problème? Bon, le point important, je pense que tout le monde en a entendu parler, mais on ne sait pas trop de quoi on parle, Ouais. c'est le moteur essence 1 litre de PureTech. Donc c'est le moteur 3 cylindres essence qui a été diffusé, extrêmement diffusé, notamment sur les 3008, surtout en 130 chevaux. Et là, on a une problématique en lien avec la distribution. Voilà, donc on va en parler maintenant. On va voir qu'est-ce qu'il faut regarder si voilà, Ouais. on essaie une voiture qu'on a envie d'acheter. De manière générale, il ne faut pas retenir, parce qu'on entend tout, c'est pas un moteur fiable, etc. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est que c'est un moteur, inversement, où faut, sur la partie distribution, il faut s'assurer qu'elle soit bien entretenue. C'est vraiment important. Et Parce que le reste est costaud, on va en parler en détail. Exactement, et on va le montrer. Là c'est bien, je refais un petit point hein, parce que si vous en cherchez une, 3008, donc c'est 2016. Le temps passe, mine de rien, jusqu'en aujourd'hui. Alors il y a un restylage en 2020, mais au niveau des moteurs, à part l'hybride, on reste sur les mêmes motorisations. Là, on a le fameux 1,2 litre. Exactement, c'était volontaire justement pour qu'on puisse en parler. Donc le 1 litre de PureTech en 3 cylindres, avec une spécificité, c'est qu'en fait, de manière générale, ce qu'on retrouve sur beaucoup de motorisations, soit on a une distribution et en fait il n'y a pas de lubrification, elle est entraînée justement sur le côté du moteur, aucune lubrification, ou inversement, on a un entraînement par chaîne, et là pour le coup c'est lubrifié. Et ben, sur ce bloc-là, il y a très peu de motorisations qui ont justement cette technologie-là. Là, on est sur une distribution à courroie lubrifiée. Donc c'est l'alliance des deux, pour ainsi dire. Est-ce qu'on sait pourquoi? Il y a quand même une espèce de vraie plus-value ou... Alors là, me demandez pas pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que de manière générale, la chaîne, de manière générale, ça évite l'entretien. Mais à côté de ça, de ce que j'en comprends, ça consomme une partie de l'énergie parce que c'est un peu plus difficile à entraîner. Rendement. Exactement, rendement un petit peu différent. Okay. Et puis inversement, sur la distribution, rendement optimisé, par contre, c'est quelque chose de souple et qui nécessite l'entretien. Est-ce qu'on est parti sur le fait de lubrifier une courroie, on allait pouvoir justement mieux l'entretenir dans le temps? Le meilleur des deux mondes, quoi. Bonne question. Sauf qu'elle n'est pas en permanence lubrifiée. Exactement, et c'est ce qui participe. D'ailleurs, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on a repéré des cas de courroies de distribution sur des véhicules pas si vieux, pas si kilométrés, inversement des courroies de distribution qui étaient très propres sur des véhicules très kilométrés. Donc il y a plein de théories autour de ça, dont une qui dit que la courroie de distribution, quand le véhicule est stocké pendant un certain temps, la partie basse de la courroie de distribution, au moment où le véhicule est arrêté, baigne dans le mille, pas le reste, et le reste ça tendance à sécher. Quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, de manière générale, ce qui se passe, il y a deux possibilités. Soit la courroie de distribution vient s'abîmer, et là, on crée tout un tas des copeaux qui viennent atterrir. Assez frites, tu disais. Assez frites, voilà, c'est ça. Des bouts qui vont tomber dans le... Voilà. Et elle atterrit en fait dans le carter d'huile. Et en fait, dans certains cas, ça vient jusqu'à obturer justement la pompe à huile au point de ne plus lubrifier le moteur correctement. Et là, on peut aller casser le moteur, etc. Et dans certains cas, il y a eu des cas de rupture. Donc là, la courroie est tellement abîmée, elle se coupe. Et là, une distribution qui se casse, comme tout le monde le sait. Première chose, si vous achetez une voiture d'occasion, c'est mieux d'avoir une voiture peut-être avec un peu plus de kilomètres, mais au moins vous savez qu'elle roule, qu'une voiture peut-être parisienne qui, la moitié de son temps, est sur un parking et roule toutes les 3 semaines. Voilà. Et en fait, un côté, c'est craquelé et Parce que ça, ce problème dont tu parles, il est reconnu, il a été, à mi-mot, et même par Stellantis. Il y a eu une évolution sur l'entretien de la courroie de distribution. Donc, initialement, ce moteur-là, quand il était vendu, on parlait de 10 ans, 180 000 km pour la périodicité d'entretien. On est passé à 6 ans, 100 000 km. Donc, on a considérablement réduit la périodicité d'entretien. Okay. D'accord ?
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après Comment on peut le pour- vérifier? Alors, ouais, justement, donc là, un moyen de mesure pour quelqu'un qui achète une voiture et qui veut absolument, justement, un 3008 avec le 1 litre de PureTech équipé, parce que ça reste Il y un, en a. c'est un moteur, voilà, c'est un moteur qui est très diffusé, qui est quand même plutôt coupleux, qui est souple à conduire, donc ça reste une motorisation intéressante. Donc là, au niveau de l'endroit où on vient remplir l'huile, alors, de préférence le faire moteur froid parce que c'est Et plus éteint. et éteint, surtout éteint, c'est vraiment important, d'accord? Est-ce que tu as Donc- sa super petite lampe de poche? Ouais, tout à fait. Donc c'est un outil que vous pouvez acheter en concession. Donc, Ça coûte combien ça à peu près? je crois C'est qu'il y pas en a- très cher. Ouais, non, je crois qu'il y en a C'est pour pas 10-15 euros. Ok. D'accord. Donc on peut se dire que ça fait peut-être cher le bout de métal, mais pour la vérification que ça nous permet de faire, c'est quand même intéressant. t'en C'est Bien sacrées après. économies. D'accord. Donc là, en fait, l'objectif, c'est un gabarit qui va nous permettre de contrôler la largeur de la courroie de distribution. D'accord. Et en fait, si le gabarit passe, c'est-à-dire que la courroie de distribution est conforme. Si le gabarit ne passe pas, c'est-à-dire que la courroie de distribution est non conforme. Et en fait, le pourquoi il ne passe pas, c'est qu'en règle générale, quand la courroie de distribution vient se charger en huile, elle va avoir tendance à gonfler au point Elle est où trop justement large. elle est trop large. D'accord. Donc en fait, là, ici, je rentre à l'intérieur, clac. Je le mets de côté. La courroie de distribution, je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Et là, je viens de passer. D'accord. Et là, on voit que typiquement, je suis bien. Je vais essayer vraiment de coller la GoPro Ouais. pour qu'on voit. Ok. C'est compliqué, hein, mais Voilà. en Donc tout là, cas, avec l'outil, on arrive quand même à savoir ce qui se passe. voilà. Donc là, je suis content parce que la courroie de distribution passe bien dedans. Donc c'est-à-dire qu'on a bien fait notre boulot déjà. Ok. Mais C'est déjà- excuse-moi, mais il y a un truc que je comprends pas. Tu dis si elle est chargée en huile. Quand je dis elle est chargée en huile, c'est-à-dire qu'elle a vraiment travaillé au point où elle a gonflé, elle est en train de se détériorer. Ah d'accord. Donc en fait, c'est, elle est soit- défectueuse, quoi. Voilà, elle est Voilà, défectueuse. c'est- Donc là, si bien sûr, la manière dont travaille la courroie habituellement, c'est bien en baignant dans l'huile. Il y a pas de sujet D'accord, mais par tu disais que c'est plutôt en bas qu'elle baigne. et Alors après- là, on voit que, tu vois, là, je l'ai mise au point il n'y a pas très longtemps. Tu vois qu'elle est encore grasse parce que par définition, elle n'arrête pas de tourner dans l'huile. Hein. Donc, Ouais. c'est vraiment quand ça sèche en fait, l'effet de séchage, lubrification, séchage, lubrification. Donc c'est vraiment le cycle en fait qui l'aide pas. Mais au-delà de ça, ça veut dire qu'on peut aussi acheter la voiture en ayant la preuve qu'elle a été changée. Parce que Exactement. si je comprends bien, il faut que toutes les voitures à 60 000, la courroie soit changée. C'est 6 ans, 100 000 km. Je vais me permettre pour que les petits Vas-y, vas-y. observateurs voient bien aussi, Hop là. avec la lumière. Donc elle est juste là, ouais, là on la voit bien. Ok. Ok. Tu me disais aussi, parce qu'on a quand même préparé l'émission, que c'était pas toutes les courroies qui avaient peut-être, ça on n'en a pas la preuve, mais que c'était peut-être un défaut de fournisseur de courroies. Il y avait quand même, il y a des mystères. Alors il y a tout un tas de théories par rapport à ça. Toujours est-il que les largeurs de courroie, ça a toujours été les mêmes. D'accord. Donc c'est vraiment, moi je suis assez persuadé du cycle de roulage qui a une forte influence sur comment la courroie se détériore dans le temps. Maintenant, à partir du moment où on entretient bien son véhicule et qu'on respecte les périodicités, donc à savoir 6 ans 100 000, aujourd'hui on n'a pas de retour client sur nos véhicules, à savoir que nous on respecte bien cette préconisation-là. D'ailleurs, j'en profite, hein, la préconisation c'est bien 6 ans 100 000, on peut dire tout ce qu'on veut sur le fait que c'est 10 ans 180 000, le 10 ans 180 000 n'existe plus. D'accord. Donc quelqu'un qui est intéressé par la voiture, qui en voit une en occasion, qui a 4 ans et demi, 5 ans, et qui a 80 000 km, il faut vraiment qu'il ait en tête que ça va arriver. Et que... Exactement. D'accord. C'est un coût de combien d'ailleurs de changer cette distrib Alors ça fait pas partie des distributions les plus simples à remplacer, surtout que si on détecte justement que la courroie est fortement détériorée, on va venir aussi respecter les préconisations constructeurs, à savoir qu'on va venir nettoyer tout le système de pompage d'huile, crépine, etc. Donc là, on rentre dans une opération un petit peu plus complexe. Maintenant qu'on connaît bien le moteur et que justement tout le monde a tendance à respecter les préconisations, on est quand même de manière générale sur du remplacement de courroie de distribution seulement. Donc on parle d'une opération, il faut compter un bon 4 heures entre 3 et 4 heures pour un mécanicien confirmé. Vous, juste chez Aramis, qu'est-ce que vous faites, quoi qu'il se passe un peu sur cette voiture en fait Alors nous, Au niveau de la courroie, c'est quoi le... on respecte scrupuleusement les préconisations constructeurs en le prenant en compte dans notre garantie, parce que nous forcément on anticipe, puisqu'on vend les véhicules sans entretien pendant 1 an. Donc par définition, si le véhicule a 5 ans, nous on va faire la courroie de distribution. automatiques. Voilà. On passe à l'arrière, le truc qui revient à chaque fois sur ces vidéos, ça va être la plage arrière. Ouais, tout à Qui est fait. problématique. Mais ça, c'est fou. Il faudrait, c'est comme disait Renaud sur notre vidéo, il faudrait limite qu'il y ait un espèce de cours, un truc pour qu'ils bossent tous sur les plages arrière parce que c'est vraiment problématique, quoi. Ah là, on a encore un autre système du coup. Alors, ça nous arrive, ça dépend des systèmes. Alors, pas de problématique en lien avec le rotule, hein, c'est plutôt... Ça tient, il n'y a pas besoin de c'est- tout changer comme voilà, sur une ça, Golf ça, c'est plutôt robuste.
Par contre, on se retrouve parfois sur des véhicules sur lesquels soit on a le morceau complet donc de la plage arrière qui est manquant, il faut le rattacher avec la ficelle. Quand je dis le rattacher, à partir du moment où on en a un autre, donc pareil, hein, ça ne se détaille pas. Donc nous, on sait le fabriquer, donc on le fabrique nous-mêmes. Et on vient tout simplement le rattacher sur le. Tu sais que tu as des gens qui vont vous écrire en disant vous pouvez pas m'envoyer la pièce. Non mais c'est sûr, mais vous n'allez pas le faire parce que vous pouvez fichier pas. 3D, Non mais je le dis tout de suite. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, soit il faut négocier, soit il faut commander le kit complet C'est ça. chez les constructeurs et ça coûte cher. Exactement. Mais il faut le savoir. Et Et puis du après, toujours. Ça peut être aussi. Ah non, là, c'est. Ah non, là, ça tient, là, les petits trucs. Alors, Enfin, encore que non. non, nous on refait clairement on refait les ficelles complètes avec le petit clip qu'on renforce sur certains modèles parce que des fois en fait le trou est élargi et on est obligé de mettre, si tu préfères, une sorte de petite rondelle pour s'assurer que ça passe pas à travers. Ça, d'accord. Ok, très bien. Pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, on en parle à chaque fois, toutes les plages arrière des voitures, C'est c'est des choses problématique. très fragiles, quelles que soient les marques, Il y a que enfin, la peut-être à Yaris part pour Toyota. l'instant, C'est ça. Ouais. Mais Et en plus de ça, c'est suivant les modèles, on a des plages arrière, ça coûte très très cher. On a une plage arrière qui s'enroule avec des fois des systèmes justement qui se reprennent dessus. C'est des plages arrière qui peuvent coûter 500, 800 euros. Parce mais que c'est pas mieux un truc qui s'enroule d'ailleurs? Il n'y a pas de ficelle. Tout dépend de la conception l'enrouleur. de l'enrouleur, parce que des fois on a aussi l'enrouleur qui est cassé avec tout le système comment dire. Il y a un ressort à l'intérieur en fait pour rappeler le rideau. Tu tires un peu et que ça reparte. Ça. Voilà, et dans certains cas, quand le ressort est cassé ou il fonctionne pas bien, là c'est plus la même histoire. Parce qu'on en parle à chaque fois, ça peut paraître pas grand chose, mais c'est vrai que c'est avec ce genre de petites choses, vous pouvez négocier votre voiture sur des 200 € comme ça, donc c'est quand même important. Ouais, vraiment la plage arrière, c'est pas une pièce à prendre à la légère, ça coûte très Non, mais très depuis cher. que je te connais, je ne regarderai plus jamais une plage arrière de la même façon à chaque fois. Le reste, ça tient derrière, ouais, là, c'est la balle plastique où il a tendance aussi à partir. Ouais, tout à fait. Ouais, là, on a les petits tétons qu'on voit là. Souvent, ils peuvent, on peut se faire livrer la voiture, récupérer la voiture sans ce petit morceau. Et par définition, nous, on vient le remplacer s'il n'est pas là, parce que si elle n'appuie pas ici en butée, par définition, elle se casse la gueule. Okay. Bon, cette voiture, l'autre gros bout, on aime ou on n'aime pas, il y a ce fameux petit volant et le high cockpit. Et maintenant, avec une voiture qui a 8 ans à peu près sur les premières versions, est-ce que ça a bien vieilli ou pas? Est-ce qu'il y a des problèmes à l'intérieur? Alors, comme tu disais, le petit volant, donc on aime ou on n'aime pas, comme tu le disais. Pour autant, c'est spécifique à la voiture. Donc, vous évoquiez tout à l'heure, de manière générale, oui, c'est sur les volants cuir, mais c'est pas propre à la voiture en soi. Hein. Dans certains cas, on a justement le cuir qui peut s'abîmer à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas tout de suite s'alerter en se disant ah, c'est horrible, en plus je vois le volant tous les matins quand je prends la voiture. On a des possibilités de réparer ça soi-même. Donc je ne vais pas nommer les marques parce que je ne travaille pas pour eux. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on sait faire. C'est une sorte de cirage en fait, structurant qu'on va venir appliquer, à savoir qu'on peut l'acheter avec exactement la couleur exacte de la voiture. Donc ça évite de... Pour retrouver le mat un petit peu. Exactement. Et quand je dis restructurant, en fait, c'est que même s'il y a des petits trous, comme on peut le voir là sur le volant, c'est garnissant. Exactement, on peut le regarnir. Donc là où il faut faire attention, là on voit que le volant, il y a une petite surpiqûre. Donc forcément, le cirage que j'évoque, il ne faut pas en mettre sur les surpiqûres, sinon ça donne, on perd cet effet de surpiqûre. Bon, il faut après, pas poncer la surpiqûre. Voilà, donc si ça ne nous gêne pas, c'est pas très grave, on couvre tout, mais bon, c'est moins sympa que de garder la surpiqûre d'origine. Donc ça, c'est pas propre au 3008, mais c'est Non. les petites choses. C'est les petites Après, choses. tu disais, ça c'est bon à savoir, les écrans, les cockpits, écran, il n'y a pas de problème repéré, vous n'avez jamais de difficulté par rapport à ça. Non, il n'y a pas de problématique par rapport à ça au sens fonctionnement. Nous, aujourd'hui, c'est de l'équipement qui est fiable dans l'ensemble. La chose à prendre en compte, par contre, c'est que justement, suite à la pénurie de composants électroniques, ça fait partie des marques qui ont été touchées directement par l'approvisionnement. Et en fait, il y a une partie des véhicules qui ont été refabriqués en usine et du coup livrés aux clients, malgré une finition qui pouvait faire bénéficier de l'iCockpit avec finalement des compteurs aiguilles. Okay. Et la raison est tout simple, avec ce que je viens de dire, c'était l'approvisionnement de pièces électroniques. Parce qu'en gros, si on va sur n'importe quel site d'annonce et qu'on voit une GT Line, parce qu'on voit absolument la GT Line avec par exemple le coffre qui se ferme automatiquement, enfin toutes les options, on peut tomber, si on n'a pas de chance, ou de la chance, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, sur les aiguilles. Donc ça, il faut faire attention. C'est ça, et il faut le prendre en compte si c'est pas le même prix. Voilà, Ouais. exactement, c'est peut-être pas le même prix et c'est peut-être pas la même attente. Je sais pas si, comme tu le disais,
on a pris une finition plutôt haut de gamme, pour ainsi dire. Allure et au-dessus, ça commence à être des finitions plutôt sympas. Je m'attendais à avoir la cockpit. Non, C'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'on en parle tout le temps des écrans et il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Là, ça tient et ça a entre 7 et 8 ans petit à petit. Quoi. Ouais. Donc, okay. Fred, il y a un détail que je trouve incroyable. Tu m'as parlé de cette petite pièce qui peut souvent s'avérer coupante avec le temps. Raconte. Alors, on ne saura pas vous dire pourquoi elle vient se dégrader dans le temps, parce que par définition, le frein à main il est bien automatique. Toujours est-il qu'il y a peut-être des gens qui préfèrent l'utiliser en manuel. Et en fait, le petit bout chromé là, pour le frein à main électrique, il a tendance à s'abîmer, parce que c'est pas une pièce en aluminium à proprement parler, c'est un revêtement. Et en fait, quand il vient se dégrader, en fait, la pièce devient coupante. Nous, chez nous, on ne peut pas se permettre de le laisser comme ça, parce que par définition, le doigt, quoi. Voilà, on peut se couper le doigt. Nous, d'un point de vue client, c'est pas acceptable. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une pièce qu'on sait refaire en 3D et on va venir la repeindre avec un effet, quand je dis un effet, un gris brillant, donc qui se rapproche un petit peu de la partie aluminium. On a testé en fait avec des revêtements aluminium en seconde monde, c'est-à-dire peinture après. Avec vraiment des chromes un peu comme ça. Voilà. La problématique, c'est que quand c'est pas appliqué direct usine, souvent ça tient pas très bien dans le temps et on a préféré partir sur une peinture. De toute façon, là, c'est la même punition. Cette pièce-là, vous ne la livrez pas. Ça veut dire que si jamais elle est coupante, il faut envisager de changer toute la pièce, d'aller chez Peugeot. Et c'est quand même... c'est de nouveau le prix avec la petite main d'œuvre et tout. Tu changes le bouton. Okay. C'est ça. Ça à prendre en compte. Et il y a un dernier point sur la boîte. Voilà. Alors la boîte EAT, 0 sujet. C'est sur la 6 ou la 8 EAT6 ou la 8 6 ou 8, les deux, c'est la même techno dans l'ensemble. C'est des boîtes à convertisseur de coupe, donc c'est vraiment très fiable. On a zéro problématique avec. Je pose des questions bêtes, vidange, pas vidange, parce que les gens peut-être se posent la question. Alors il y a pas de, j'ai pas souvenir des périodicités d'entretien pour être honnête, on pourrait le vérifier. Toujours est-il que moi, même si c'est marqué pas d'entretien, il faut quand même faire attention. De manière générale, une boîte avec de l'huile qui est mise en mouvement, par définition, elle va s'user dans le temps. D'accord. Donc, sinon, très fiable. Voilà, sinon c'est très fiable. La petite subtilité malgré tout sur cette boîte, surtout qu'on n'est pas habitué à conduire des boîtes automatiques, c'est qu'en fait, et je vais démarrer la voiture volontairement, en fait, là on voit que je passe en D, donc c'est pour la marche avant et inversement pour la marche arrière. En fait, il y a beaucoup de véhicules sur lesquels, même si on a faible allure ou par exemple on ouvre la portière, automatiquement la voiture va repasser en P en fait. Sur d'autres voitures. Sur d'autres voitures. Okay. Là, la boîte EAT, c'est un grand classique. On a déjà eu des problèmes en interne. Et en fait, il faut vraiment marquer l'arrêt complet pour repasser en P. Okay. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, on s'est retrouvé, notamment avec des collaborateurs qui n'avaient pas fait attention. Ils étaient à une très très faible allure, 2-3 km/h. Et en fait, en appuyant sur P, ils pensaient avoir repositionné le véhicule en mode parking. Et en fait, le véhicule était toujours en prise. En quittant la voiture, la voiture a poursuivi son chemin. Donc c'est pas la première fois. Vraiment faire attention de bien appuyer et être à l'arrêt. Et d'être bien à l'arrêt, et bien vérifier que le petit voyant est sur P. C'est vraiment une subtilité, mais il y a zéro problème avec la boîte en tout cas. Ces types de leviers, là, ces crosses, de toute façon, elles disparaissent maintenant sur toute la gamme Stellantis. C'est le petit bouton que tu retrouves chez Opel, chez Jeep, chez Peugeot, chez Citroën, etc. Il y a plus cette petite crosse. Qui était plutôt joli, ce petit joystick. Je me demande si c'était pas pour faire la transition avec les gens qui étaient habitués à la boîte manuelle. C'est important d'avoir un levier quelque part dans la voiture. Parce que c'est vrai que la boîte EAT8 sur le 3008, ça fait partie de l'iCockpit d'une certaine manière au niveau du dessin. Quant à la boîte qui monte jusqu'ici en manuel, c'est un peu étrange. C'est ça. Okay. Sinon, tout le reste, les ajustements, le plastique, tout tient bien, il n'y a rien de particulier. Non, on a vraiment. Et puis de manière générale, il faut l'admettre quand même, on a quand même une belle finition sur ces véhicules-là. Les petites touches piano assez sympas, toute la partie justement en tissu qui est plutôt bien assemblée. Non, on a vraiment un véhicule plutôt bien fini dans l'ensemble. Et aujourd'hui, même sur des véhicules assez kilométrés, assez âgés, on n'a pas une usure vraiment prématurée sur les matériaux. Okay. Pour Merci finir, beaucoup. parce qu'on a parlé de beaucoup de choses sur le 3008 et c'est quand même, tu conseilles la voiture, il faut juste bien regarder et acheter ça. Ouais, en gros, c'est si on s'assure que la courroie de distribution soit bien entretenue. Ouais, okay. C'est vraiment le point important. Merci beaucoup Fred. Il y a un lien en description dans la vidéo si on veut trouver les 3008 qui ont été reconditionnés chez vous. L'idée, il y a un lien Aramis, vous pouvez cliquer dessus. Puis il y a d'autres vidéos comme ça, il y a une petite playlist, abonnez-vous à PO et encore merci Fred. À bientôt. Ciao. Pour d'autres voitures.